L'arrivée potentielle du Parti québécois au pouvoir et la possibilité d'un troisième référendum inquiètent certains élus fédéraux. Bonjour, Laurence Martin. Bonjour, Catherine. Le cabinet Carney, vous nous apprenez ça ce matin, a entamé des discussions cet automne pour déterminer comment Ottawa devrait répondre au discours du Parti québécois. Oui, on sent, Catherine, qu'il y a des préoccupations, des inquiétudes ici à Ottawa par rapport à cette montée du Parti québécois dans les sondages. En fait, je pourrais dire la dominance du Parti québécois dans les sondages, parce que ça fait presque 2 ans qu'ils trônent en tête dans les intentions de vote. Alors, ce qu'on a appris, c'est que dans les dernières semaines, il y a eu des discussions entre le bureau du premier ministre, du lieutenant du Québec et le bureau de Dominique Leblanc, qui est à la tête de l'unité de l'économie canadienne, pour voir justement comment est-ce qu'on répond au discours péquiste, au discours sur l'indépendance. Comment est-ce qu'on peut avoir un message cohérent? Vous vous rappelez peut-être il y a quelques semaines de cette sortie de Mélanie Joly qui s'en était pris au chef Paul Saint-Pierre Plamondon, l'accusant de vouloir donner le Québec à Donald Trump. Ça n'avait pas nécessairement été très apprécié par ses collègues, Catherine, parce qu'il disait on est en train d'élever M. Paul Saint-Pierre Plamondon sur la scène fédérale. Donc, on veut un message cohérent et en même temps, il y a certaines sources qui me disent, bien, on ne peut pas, on doit se préparer, là. On ne peut pas, attendre l'élection possible du Parti québécois pour s'organiser, se réveiller et dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, on amorce une réflexion en lien avec un possible référendum. On est loin d'une grande stratégie référendaire, mais à court terme, ce à quoi on pense, c'est comment montrer aux Québécois que le Canada fonctionne. Voici là-dessus Joël Lightbank. Plutôt que de répondre à un hypothétique référendum, c'est vraiment de faire valoir quel est le rôle du gouvernement Canada, justement, comme je disais, pour la promotion de la culture. On a eu des investissements historiques dans le dernier budget dans le secteur culturel, mais comment est-ce qu'on joue un rôle aussi dans la vie des gens, que ce soit avec le régime canadien de soins dentaires, l'allocation canadienne pour enfants, puis en ce moment, des investissements dans nos infrastructures, dans nos ressources naturelles pour avoir une économie qui est la plus forte possible. Présenter ce message-là du gouvernement du Canada, je pense que c'est l'objectif. De son côté, Laurence, le Bloc québécois n'est pas surpris qu'Ottawa, en fait, que le gouvernement commence à songer à la question souverainiste. Oui, et François Blanchet, je lui ai parlé hier, il m'a dit « ça serait surprenant qu'on n'y pense pas ». Écoutez-le. Ce serait pas normal qu'ils ne commencent pas à y penser. Mais ce qu'on a comme première manifestation de leur approche en vue d'un éventuel référendum, c'est les vieilles méthodes de peur qui ne sont pas appuyés sur la vérité, mais qu'ils essaient de développer un argumentaire, c'est la moindre des choses. Et meilleurs ils seront, meilleurs on devra être, nous aussi, dans le camp du oui. C'est intéressant, Catherine, je vous parlais des libéraux, mais dans les rangs conservateurs aussi, on se prépare. Il y a une source qui me disait cette question-là de la souveraineté pourrait devenir centrale dans le jeu politique canadien après 2026. Puis d'ailleurs, Pierre Poilievre en a parlé récemment dans un discours à la Chambre de commerce à Québec. Bon, lui, il disait comprendre pourquoi certains jeunes Québécois n'avaient pas nécessairement un sentiment d'appartenance à Ottawa. Il disait pendant 10 ans, les libéraux là, ont vanté un État post-national. Il faut contrer ça. Mais voyez, et chez les conservateurs et chez les libéraux, on commence à y réfléchir. Merci, Laurence. Au revoir. Je vous en prie.